Floride 360, votre émission d'information et de services à l'antenne de Télé-Floride 44.1. Bonjour et bienvenue à Floride 360, votre émission produite et réalisée ici même en Floride pour vous parler de ce qui se passe. Et on fait d'ailleurs, pour commencer, la revue de presse avec Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour. On parle d'un événement qui s'est produit à Hollywood, en fait, des Québécois qui, malheureusement, vivent une très mauvaise expérience. Oui, ça s'est arrivé en 2012 et on voit maintenant l'épilogue. Alors, vous savez, c'est le Hard Rock Café, ce casino très fréquenté par les Snowbirds et également où passent tous les grandes vedettes du monde du spectacle quand ils viennent dans le sud de la Floride. On veut y construire, on étant la tribu des Indiens Séminoles, oui. On veut y construire un méga hôtel en forme de guitare. C'est splendide. Rien de moins, c'est superbe. 1,2 milliard, mais c'est sur un terrain d'un ancien parc de maisons mobiles. Où il y avait plusieurs Québécois. Voilà. Alors, à l'automne 2012, les Séminoles ont simplement expulsé 718 propriétaires, même s'il y avait un engagement de tenir ce parc de maisons mobiles ouvert jusqu'en 2024. Et les étrangers, comme les Snowbirds, les Canadiens, n'ont eu aucune compensation. Et il y en a plusieurs qui ont perdu leur argent. Les Séminoles, à l'époque, ont dit « Ah, nous allons construire des maisons pour loger les membres de notre tribu. » C'est évidemment pas ce qui se passe. J'ai rejoint une de ces victimes, si vous voulez, de ce capitalisme un peu, disons, brutal. Alors, M. Gilles Aubé, que j'ai rejoint au téléphone tout à l'heure. Monsieur Aubé, quels sont vos sentiments vis-à-vis ce nouveau projet de faire un hôtel, super hôtel au Hard Rock Café? Moi, là, je suis un peu surpris, déçu, puis même choqué de voir que cette communauté-là nous a envoyé dehors en nous disant que c'était pour faire des habitations ou des logements pour leur communauté, alors qu'aujourd'hui, on apprend que c'est pour bâtir un autre casino. On est un petit peu choqués et déçus de ça. Est-ce que vous avez eu une compensation quand on vous a littéralement expulsé en 2012? Non. De la part de Séminole, on n'a eu aucune compensation. Je vais vous dire, on a eu une petite compensation d'à peu près 1 600 $ qui nous venait de l'Association des maisons mobiles, de Mobile Home de la Floride. Mais Séminole n'avait rien à faire là-dedans. C'était l'association de toutes les maisons mobiles de la Floride qui nous ont donné une compensation. Mais non, Séminole, rien, absolument rien. Comme beaucoup de personnes, vous avez perdu passablement d'argent, c'est ça? Oui, définitivement, ça c'est vrai. Oui? Pouvez-vous nous dire combien vous avez perdu? Moi, j'ai perdu. Moi, ça me coûte environ 35 000 de là-bas, mais j'ai été obligé de me racheter une autre propriété. Mais quand j'ai parti de là, 35 000, c'était pareil comme 35 000, là, j'étais à l'eau. Mon frère avait acheté 3 mois avant. Puis, il y avait eu la certitude de Hollywood Estate, là, pas du Séminole, mais Hollywood qui opérait le parc, que il venait d'avoir un jugement là-dedans, que Séminole autorisait, c'est eux autres qui reprenaient le contrôle du parc, puis ils ont dit jusqu'en 2026, aucun problème. Puis 2 mois après, Yorn Led du Séminole, à l'effet, fallait quitter le parc. Fait que c'est pas mal. Mon frère, il a perdu en l'espace de 3 mois, il a perdu 35 000 $, il venait d'acheter la propriété. C'est une triste histoire. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Aubé. Ça me fait plaisir, puis vous êtes toujours les bienvenus. Effectivement, c'est une expérience assez pénible pour certains Québécois. Ici, en Floride, on se méfie maintenant des maringouins. Oui, à cause du virus du Zika, cette maladie qui s'est répandue comme la peste en Amérique latine notamment. Et en Floride, il faut être bien conscient que les autorités sont un petit peu sur le pied d'alerte. C'est 100 millions de touristes qui viennent en Floride chaque année. Donc, on veut faire attention à la réputation, on prend ça au sérieux. Ça veut dire qu'on a déclaré alerte à ce virus du Zika dans 5 comtés, dont Miami-Dade et Broward. Qu'est-ce que ça va signifier, cette alerte-là? C'est qu'on va faire attention surtout aux femmes qui sont enceintes, parce que les conséquences peuvent être assez lourdes pour les rejetons qui naissent des mères qui ont attrapé ce virus. On va aussi faire de la fumigation, c'est-à-dire on va répandre de l'insecticide un peu partout et on va essayer d'assécher les endroits où il peut y avoir des zones d'humidité. Mais avec l'hiver qu'on a eu, il n'y a pas de quoi paniquer.
Mais il faut juste faire attention de ne pas se faire piquer par les moustiques. C'est une précaution à prendre. Au Québec, maintenant, il y a Pierre-Carl Péladeau qui passe un dur moment. Oui, M. Péladeau apprend le dur métier de politicien. La courbe d'apprentissage est un peu longue, qu'on doit dire. Alors, le chef du PQ reconnaît lui-même qu'il vit des moments difficiles, c'est ce qu'il a dit. C'est à la veille de la rentrée parlementaire au Québec, dans les prochains jours. Alors, son entreprise Québécois a fait l'objet de critiques parce que la compagnie profite de certains paradis fiscaux à l'étranger. Il y a eu aussi la séparation avec sa nouvelle épouse du mois de juillet, Julie Snyder. C'est un mariage qui n'a pas duré longtemps. Il y a des grognements dans son caucus, et bon, des grognements dans le caucus du PQ, c'est pas nouveau parce que pas nouveau. Les chefs passent par là. c'est difficile à gouverner ce parti-là, on le sait. On parle de turbulence, de tempête. Bon, il faut dire que M. Péladeau a eu une performance plutôt terne comme chef de l'opposition jusqu'ici. Alors, il est probablement mieux d'avoir ce passage à vide 2 ans avant l'élection. Ça lui donne le temps de se remonter éventuellement. Et quelques langues disent qu'il ne pourrait peut-être même pas se rendre à l'élection comme chef du PQ. Ah, il y en a beaucoup de langues, oui. En retour également, en Floride, c'est FPL, Florida Power and Light, qui veut hausser ses prix et c'est compliqué. C'est dur à suivre. C'est dur à suivre. Bon. D'une part, on annonce une réduction de 1,65 $ par mois pour un foyer moyen. Bonne nouvelle. C'est la 4e baisse de tarifs en 16 mois, c'est-à-dire que maintenant, on épargne à peu près 10 $ par mois. Mais la compagnie, du même souffle, fait une demande d'augmentation de 2,8 de ses tarifs, 2,8 % sur 4 ans, pour 4 ans, pas juste sur 4 ans, pas échelonné, mais maintenant pour 4 ans. C'est-à-dire 14 $ par mois de plus par foyer moyen, 168 $ quand même par année. Alors, bon, sur quel pied danser avec eux? Je suis allé chercher quelques statistiques pour se consoler. Oui. OK, au Québec, Hydro-Québec, elle, la société d'État demande 1,7 %. Ici, c'est 2,8 %. Chez nous, au Québec, 1,7 % d'augmentation. Et ces 10 dernières années, Hydro-Québec a eu des augmentations successives qui correspondaient à peu près à 30 $ par année. Alors qu'ici, ça va être 168, c'est un peu raide. Et aussi, pour se consoler encore de nos tarifs d'électricité, bien, disons qu'au Québec, là, c'est pas mal moins cher qu'ici. En Floride, c'est 50 % plus élevé qu'au Québec. Okay. Les banques canadiennes, maintenant, qui doivent encaisser le coût de la chute du prix du pétrole. Oui, il n'y a pas de quoi paniquer. Quand on dit banque, il faut faire attention, il ne faut pas faire paniquer les gens. Les banques canadiennes ont une réputation d'être très bien capitalisées. Les banques ont la réputation d'être parmi les plus solides au monde, et c'est vrai. Mais néanmoins, les banques canadiennes, CIBC, RBC, et ainsi de suite, ont prêté 42 milliards de dollars au secteur pétrolier, sans compter les industries connexes, et il y en a beaucoup. Donc, c'est 17 % du portefeuille de prêts commerciaux des institutions des banques canadiennes. C'est beaucoup. Et si les prix des matières premières continuent à baisser, bien, les banques vont faire des pertes. C'est-à-dire que... Ils n'aiment pas ça, les banques, faire des pertes. Hein? Non, elles n'aiment pas ça, puis elles n'en font pas souvent habituellement. Mais si elles en font, il y a des conséquences. Le rendement aux actionnaires va être moindre et on est tous un peu par nos fonds de pension publics, comme la Caisse de dépôt actionnaire des grandes banques. Mais ça peut avoir des conséquences pour notre fonds de pension aussi, également. Alors, mais bon, bonne nouvelle. La lumière semblerait s'allumer au bout du tunnel, on espère. L'Office national de l'énergie au Canada annonce un redressement du prix du pétrole. C'est-à-dire qu'il maintenant, le baril est à moins de 35 $. Il serait à 80 $ le baril, selon l'Office national de l'énergie. Ça, c'est juste dans 4 ans quand même, mais ça pourrait être bon, ça, pour notre dollar. Parlant de notre dollar, Alain, vous m'amenez quelque chose. Vous dites qu'il est possible maintenant de négocier, étant donné que notre dollar, par rapport au dollar américain, quand on vient pour aller à une activité ou quoi que ce soit ici en Floride, on se trouve à payer un peu plus cher que par les années précédentes. Donc là, on peut négocier le prix. Oui, je pense qu'on peut et il faut négocier. Bon, je vous donne un exemple. J'ai des gens que je connais qui sont allés en excursion cette semaine. Ils sont allés à Key West avec une agence de voyage bien connue ici auprès des Snowbirds. Le voyage d'une journée aller-retour à Key West est de 69 $ US. Ils ont payé 69 $ canadiens. Ça a beaucoup de bon sens. Ah, ça fait quand même une différence. Et bon, le promoteur, l'agence de voyage, se dit, je suis mieux d'avoir des gens dans mon autobus que d'avoir des sièges vides. Donc, négocier, c'est le conseil que je vous donne pour cette semaine.
Merci beaucoup. On vous revient dans un instant. On va parler des manchettes et également de sport à Floride 360. Ça, c'est le plancher qu'on va installer dans notre salle de séjour. Ça, c'est du merisier couleur Sierra. Ma plus jeune, elle, veut un plancher couleur jaune serein. Et ma plus vieille, elle veut un plancher mauve brune dans sa chambre. Mon problème, c'est que il n'y en a pas de problème. Bois BSL fait la couleur que tu veux. Ouais. Il n'y en a pas de problème. La nature ne fait rien d'inutile. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Mon nom est Jean-Marc Pajot. Je suis producteur d'une émission de télévision au Québec, mais qui sera maintenant disponible sur les ondes de Télé-Floride 44.1. Je m'adresse donc à vous, les Québécoises, les Québécois. Écoutez cette émission-là. Vous allez reconnaître beaucoup d'endroits du Québec. Vous allez avoir aussi beaucoup de bons trucs pour vos différents véhicules récréatifs. Et également, vous allez voir que nous nous déplaçons ici, en Floride, pour effectuer certains segments de ces émissions-là. Merci d'être avec nous à Télé-Floride. On est de retour et on reçoit Robert avec nous. Bonjour Robert. Salut, ça va bien, Christian? Oui, pour moi ça va bien, mais pour les franchisés, Rona, il y a des questions dans l'air. Disons, c'est une nouvelle qui fait beaucoup jaser depuis quelques jours au Québec, puisque préoccupé par les effets négatifs qu'aurait eu une expansion de Lowe's au Québec, finalement, le quincailler Rona a changé son fusil d'épaule et a choisi de passer sous le contrôle du détaillant américain une transaction de 3,2 milliards de dollars. Alors, ça fait beaucoup jaser dans les chaumières. Lowe's voulait ouvrir une trentaine de magasins au Québec et Rona était convaincu que Lowe's voulait faire une expansion au Canada, eux qui possèdent déjà 42 magasins chez nous au Canada. Lowe's pourra ainsi mieux concurrencer son principal rival qui est Home Depot. Et le président du CA de Rona, M. Robert Chevrier, encaissera la somme de 3,1 millions de la revente de ses actions, alors que le PDG, M. Sawyer, Robert Sawyer de son prénom, aura ainsi encaissé en tout 27 millions pour ses 3 années à la présidence de Rona. 3 années? 3 années, 27 millions. Je vais faire les 3 prochaines. OK. Alors, si on continue dans les manchettes qui préoccupent certaines personnes, aux États-Unis, le journal papier... On n'arrête pas le progrès, là. Je sais qu'on n'arrête pas le progrès, mais les gros journaux, là, le New York Post, le Washington et tous ces gros journaux-là, c'est un phénomène que l'on voit partout, même au Québec, avec la fermeture de la presse papier durant les jours de semaine. Ils ont conservé que le samedi. C'est-à-dire nous dire qu'ils vont disparaître à tout jamais ou ils gardent certaines... D'ici 10 ans. D'ici 10 ans, on prévoit la disparition d'à peu près tous les journaux. Ce qui arrive, c'est pas compliqué. C'est que des géants comme Walmart, Sears, Kmart, ils ont réduit de 40 % leur participation publicitaire dans ces journaux-là, au profit de l'Internet, naturellement. Et c'est la même situation en France, où les quotidiens nationaux ont limité les pertes en 2015 grâce à leur vente numérique, parce que la version papier, encore là, sont sur le déclin. On parle de l'Équipe, le Figaro, le Monde, la Croix, Libération et le Parisien, qui ont tous vu leur abonnement papier baisser considérablement, alors que les ventes numériques ont bondi de 39 %. Écoute, c'est un phénomène qui se produit partout. On a tous une tablette, on est maintenant habitués, ça fait partie de nos us et coutumes. Exactement. C'est fini la belle époque du papier. Moi, j'ai travaillé pendant 40 ans dans les journaux papier. Ah, mais nous, on avait tout le temps les mains sales quand on finissait. Oui, mais je parlais avec ma mère encore ce matin. Elle a vu son journal, fait ses mots croisés. C'est sûr, mais là, il fallait allumer le poêle aussi. C'est ça, exactement. Éplucher les patates. Parlant de patates. Parlant de patates, la production agricole au Québec augmente. Au Canada, plutôt. Les cultivateurs en ont récolté pratiquement 5 % de plus en 2015 par rapport à l'année précédente. On parle de 4,7 millions de tonnes de patates, de pommes de terre. Il faut avoir de la sauce pour les poutines parce que... qui ont été cultivées l'année dernière. C'est l'équivalent d'à peu près 1 milliard de sacs de 10 livres. Fait que ça en fait de la poutine en vue, ça, hein? Et puis, le Québec est à la source, lui, de 37 % de cette augmentation. Et puis, si on reste dans le domaine des prix, les prix n'ont pas fini d'augmenter dans les supermarchés. Après les bons importants observés au rayon des produits frais, on parle de viande, de fruits et de légumes, les aliments non périssables maintenant commencent à avoir une augmentation. Cette fois, la chute rapide est marquée du dollar canadien est la principale cause. Puis dans le cas des fruits et légumes, il faut attribuer la responsabilité surtout au puissant El Niño, qui a le dos large, on met tout
toujours sur le dos d'El Nino. Raison, vont augmenter les prix, ça c'est sûr. Et puis, en ce qui concerne la viande, les facteurs sont multiples. Il y a la baisse de l'offre, la maladie, les hausses du prix du grain, la sécheresse et la dévaluation de notre dollar. Il y a plein de raisons, le résultat reste toujours le même. Les prix augmentent et on continue. Exactement. Et qui paye pour ça, c'est encore nous autres. Les choses sérieuses maintenant. On parle de hockey et du Canadien. Je commence avec une déclaration. Le défi est devenu trop grand et ça va être très difficile de participer aux séries. C'est une déclaration qui sort directement de la bouche du coach Michel Therrien. Une déclaration, je n'ai pas besoin de vous dire, C'est surprenant, ça. qui a fait beaucoup jaser. On le sait tous, mais que le coach abdique comme ça, il le dit clairement à 30 matchs de la fin de la saison. Il y a quelques jours, le Canadien avait l'occasion de s'offrir 2 points faciles au Centre Bell contre les Sables de Buffalo qui sont en pleine reconstruction. Les Canadiens ont laissé filer une avance de 2-1 pour s'incliner 4-2, le même score final que la veille à Philadelphie. Alors, encore 2 victoires de 4-2. Puis, comme pour bien faire, c'est l'ancien capitaine du Canadien, Brian Jonta, qui a cloué le cercueil avec un but dans un filet désert sous les huées des spectateurs et devant beaucoup de sièges vides. Et pendant ce temps-là, ici, le BB&T Center est sur le bord d'exploser. Tout le monde veut aller au hockey, c'est rendu in parce que les Panthers sont un des meilleurs. Bien, les Panthers, leur dernière victoire, c'était 6-3 contre Détroit, il y a quelques jours. Leur 5e victoire consécutive. Leur 23e victoire au cours des 30 dernières parties. Alors, ils sont vraiment sur une montée incroyable. Lors de ce match, justement, Jaromir Jagr a atteint le plateau des 1100 mentions d'aide. Donc, il devient le 6e. Il rejoint les 6 meilleurs à ce chapitre, dont Gretzky, Howe et Messier. Et Jagr en a profité pour compter son 738e but. Il en manque seulement 3 pour devenir le 3e marqueur de l'histoire. Il en manque 3 pour rejoindre Brett Hull. Le hockey reste quand même un jeu dangereux, un sport dangereux, et tu nous en parles avec... Bien, on l'a su. La Cour supérieure du Québec a statué tout récemment qu'un jeune hockeyeur et sa compagnie d'assurance devront payer 8 millions de dollars à un Montréalais de 21 ans devenu tétraplégique après une mise en échec interdite subie dans un match de hockey. Il pourrait s'agir de la somme d'argent la plus importante accordée au pays dans un cas qui implique la violence au hockey mineur. Le juge a rappelé qu'une patinoire de hockey n'est pas une zone de non-droit, donc il y a certaines limites quand même à franchir. L'affaire remonte au mois d'octobre 2010, lors d'un match entre Laval et Montréal. Dans les premières minutes de la rencontre, l'attaquant Andrew Zaccardo s'est retrouvé en possession de la rondelle en zone adverse. C'est à ce moment que le défenseur adverse, Ludovic Gauvreau-Beaupré, lui a asséné une terrible mise en échec par derrière. Il s'agit d'un geste interdit que Hockey Québec et Hockey Canada tentent d'enrayer depuis des années. Zaccardo s'est effondré. Il était sérieusement blessé à la colonne vertébrale. Le jeune, qui était alors âgé de 16 ans, venait de perdre l'usage de ses jambes. Il se déplace aujourd'hui en fauteuil roulant. Triste histoire. Bel exemple pour la jeunesse, oui. On a eu une série de décès un peu partout à travers le monde et le Québec n'y échappe pas. Et cette fois, c'est M. Sanson qui... M. Roger Sanson. M. Roger Sanson, un homme d'affaires qui a contribué à l'essor du soccer professionnel à Montréal, les gens vont sûrement s'en souvenir, est décédé subitement en Floride vendredi dernier à l'âge de 73 ans. De 1980 à 1993, M. Sanson, on s'en souvient, a fondé et dirigé le club de soccer Le Manic de Montréal dans la Ligue nord-américaine qui présentait ses matchs locaux au Stade olympique. Pendant sa carrière dans le monde d'affaires, et c'est là que j'ai fait sa connaissance pour la première fois, M. Sanson a passé un quart de siècle à la brasserie Molson où il a occupé différents postes de direction. Il a aussi œuvré dans diverses autres sociétés et a siégé à plusieurs conseils d'administration. Il laisse dans le deuil son épouse, 2 enfants et 3 petits-enfants. On en profite pour vous souhaiter nos plus sincères condoléances. Eugénie Bouchard qui s'entraîne et qui vit ici, pas tellement loin, à Plantation. Malheureusement, elle a descendu au classement. Eugénie Bouchard était en 37e position au classement du tennis. Elle est rendue aux 58e place. Bouchard a été éliminée en 2e tour des internationaux d'Australie, alors qu'elle avait été, l'an dernier, elle avait atteint les quarts de finale. Donc, il y a une petite différence de ça. On sait que c'est l'Allemande Kerber qui a gagné son premier tournoi de Grand Chelem aux dépens de Serena Williams. Elle prend la 2e place au classement, mais très loin derrière l'Américaine, la cadette des sœurs Williams. Un autre ancien des Expos va faire son entrée au Temple de la Renommée. El Presidente. Qui ne se souvient pas d'El Presidente? Les beaux étés qu'on a passés. Denis Martinez, on s'en souvient, qui a déjà réussi un match parfait avec les Expos parmi ses 245 victoires, sera intronisé au Temple de la Renommée du baseball canadien cette année. Et il est fier de recevoir cet honneur-là, c'est ce qu'il disait. Martinez a aussi joué avec Baltimore, Cleveland, Seattle et Atlanta.
Le natif du Nicaragua, qui a maintenant 61 ans, le temps file, hein, il a déjà 61 ans dans le Martinez, a obtenu pas moins de 100 victoires dans l'uniforme montréalais qu'il a porté de 1986 à 1993. C'est cette calotte-là qu'il va porter pour l'intronisation? On l'espère bien. Le 28 juillet 91, on s'en souviendra, El Presidente avait réussi l'exploit de son match parfait à Los Angeles contre les Dodgers dans une victoire de 2-0 des Expos. En terminant, vous avez une petite vidéo pour nous. Regardez bien les images qui vont suivre pour terminer. Dans une vie de golfeur, on joue tous les deux au golf. Lorsqu'on se présente sur une normale 3, combien de fois dans notre vie qu'on espère frapper la balle et réussir un as, un trou d'un coup? À toutes les fois. Mais écoutez bien, lors de la première ronde de l'Omnium de Phoenix, il y a quelques jours, le robot nommé Eldrick a réussi cet exploit à son 5e essai seulement au 16e trou sous les regards ébahis des spectateurs. Pour célébrer l'exploit, tout le monde a inondé le verre de leur canette de bière. Mais vous regarderez sur les images, c'est époustouflant. Merci beaucoup, Robert. On regarde ça, cette petite vidéo-là, et par la suite, on vous revient avec Candice. How about this? Yesterday, a robot taking a swipe at this, David, and what else would you expect here at the Waste Management Phoenix Open? Really, that robot is called Eldrick. How's this? And both Eldricks have done that at 16. How about that? Only here could that happen. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous 2 recettes qui vont probablement vous sauver la vie. Ricardo vous invite dans sa cuisine. Ricardo, c'est la cuisine du chef. Cuisinez comme un chef avec Ricardo, 5 jours par semaine, à 11h et 21h, à l'antenne de Télé-Floride 44.1. Alors, c'est le moment maintenant de vous parler art et spectacle. Et Candice, on débute avec Disney qui va nous faire un retour avec un des plus grands succès commerciaux qu'ils ont eu. Attendez, je suis inspirée. Let it go, let it go. Oh. Can't hold it back anymore. Si j'ai pas entendu cette chanson-là, je l'ai pas entendu. Nos enfants, depuis fin 2013, nous entonnent cette petite chansonnette. Oui. Eh bien oui, Disney a enfin annoncé que d'ici 2019, la suite des aventures d'Anna, Elsa, Olaf et tous les Amis des Neiges devra arriver sur nos écrans pour les plus beaux bonheurs de nos enfants. Donc je pense que c'est un incontournable. Et ça a tellement eu des recettes incroyables qu'on a décidé de réciter. Oui, justement, en parlant de recettes, est-ce que vous savez combien de recettes a généré ce film? Dans les... Oh, mon Dieu, je vais vous laisser... Ça se chiffre en milliards, 1,2 milliard de dollars, dont 400 millions aux États-Unis. On comprend pourquoi il y aura une suite maintenant. Voilà, donc... de toute façon, ça ne pourra pas être plus obsédant pour nos enfants que celui-là, hein, mais je dois avouer que même moi, j'attends un peu la suite. Un habitué de Télé-Floride s'en vient ici à Miami. Tout à fait. Panacloc avec sa petite marionnette, son petit singe. Alors, Jean-Marc, c'est ça? Voilà, c'est un artiste, Jeff, on l'appelle, un artiste qui est montant un petit peu en France. On l'a vu chez Drucker, Patrick Sébastien. Et il va venir nous visiter ici à Miami le 8 février au Fillmore de Miami Beach. Donc, si vous êtes fan des petites voix comme ça, eh bien, vous pouvez aller assister à ce spectacle qui, je suis sûre, vous laissera sans voix. Je suis devenu il vous laissera sans voix. Voilà. Oui, j'aime bien faire des petites blagues comme ça de temps en temps. Il y a, malheureusement, c'est l'hécatombe, une autre star qui est tombée au combat. Voilà, tout à fait. On continue, voilà, les mauvaises nouvelles. Un autre artiste mythique des années 70, Maurice White, qui était le chanteur de Earth, Wind and Fire, connu pour sa fameuse chanson Boogie Wonderland. Je chante beaucoup aujourd'hui, non? Vous ne trouvez pas? Je suis très inspirée. Donc, ce Maurice White est décédé à l'âge de 74 ans des suites de la maladie de Parkinson.
Donc il aura révolutionné un peu l'univers du spectacle avec mélange de funk, de R&B. Il était réputé pour ses costumes à paillettes et ses petites chorégraphies, leurs clips aussi qui ont révolutionné un petit peu l'histoire du vidéoclip dans l'industrie de la musique. Donc c'est à regret que nous venons d'apprendre son décès hier. Et maintenant, vous avez quelques petites suggestions de sorties pour nous. Voilà, donc sur Miami, qu'est-ce que nous avons ce week-end et la semaine prochaine? Un événement qui tient à cœur aux gens fortunés de la région. C'est toujours une belle visite pour tout le monde. Exactement, c'est un peu comme notre Saint-Tropez français. C'est le Miami Boat Show, donc du 11 au 15 février. Vous avez les plus grands palaces flottants ainsi que les plus rapides overboards que vous pourrez admirer sur les berges de Miami Beach. Et je pense que certains millionnaires vont avoir les yeux un peu écarquillés, et même nous d'ailleurs, juste par curiosité, voir un peu tout le luxe flottant qu'il peut y avoir, ça peut être pas mal. C'est incroyable de penser que des gens vont là pour changer leur bateau parce que celui qu'ils ont est un petit peu trop petit. Ils sont maintenant à l'étoile, l'hélicoptère ne fait plus sur le dessus. Oui, c'est vrai que c'est un peu l'accessoire à la mode, l'héliport sur le toit du bateau. Ensuite, une autre activité en famille, là, si vous voulez, vous pouvez aller découvrir Vizcaya. C'est donc une demeure qui a été construite pendant la Première Guerre mondiale, inspirée des belles demeures italiennes du Nord. C'est fabuleux. Voilà, c'est absolument magique. Il y a des jardins à la française, vous pouvez vous perdre, visiter. Beaucoup d'art à l'intérieur de cette maison qui a à peu près 70 chambres, 70 pièces. À visiter. Elle est aussi très usitée pour des tournages de films. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a vu dans le film de football américain Any Given Sunday avec Cameron Diaz et aussi avec Bad Boys. Dans Bad Boys 2, c'est le magnat de la cocaïne qui possède cette maison. Donc à peu près $20 000 pour une journée de tournage dans cette belle demeure. Mais on peut la visiter pour moi. Voilà, pour nous. En tout cas, vous prenez le Metro Mover, le métro, et vous pouvez aller visiter cette magnifique demeure qui se trouve sur les berges, justement, de la Biscayne Bay. Absolument fabuleux. Voilà. Eh bien, comme vous avez chanté depuis le début de votre chronique, ce sera maintenant à nous de chanter pour vous. Et c'est une chanson qui nous vient du Québec. Oui. Et ça va comme suit, les amis. Ma chère Candice, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Magnifique! Ma chère Candice, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Vous êtes Joyeux trop mignon, anniversaire. merci! Candice, cette semaine, on peut pas passer à côté. Mais elle se rallume, Ça, c'est pour compter le nombre de bougies que j'ai en réalité sur mon gâteau. Hein, si vous avez bien choisi. Merci, c'est superbe. C'est trop gentil. On mange les gâteaux. Oh, merci. On vous revient après la pause avec Candice qui nous parlera de météo. Alors, laissez-moi vous dire, c'est vraiment le monde à l'envers. On pourrait presque aller passer nos vacances à Québec ou en Europe parce qu'il y a des records de température qui sont battus depuis ces derniers jours, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, par exemple, au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes, il y a eu un petit peu de pluie verglaçante, un petit peu de neige, du soleil, mais surtout des températures bien au-delà des températures de saison. Il y a même des stations de ski qui ont eu très chaud, pas de neige, plus de ski, plus de pentes ouvertes et plein d'activités extérieures annulées. Alors qu'ici en Floride, bien sûr, nous profitons du soleil. Il fait entre 18 et 25 degrés. Donc tout ça, c'est à l'avantage des touristes qui pourront se prélasser sur la plage parce qu'ils sont là pour ça, après tout, sur notre littoral floridien. Laissez-moi juste vous dire qu'en 1951, pour l'anecdote, à Fort Lauderdale, il y avait eu 4 degrés d'enregistrés. Donc on est bien loin de ces températures fraîches. En Europe, il fait aussi autour de 15 degrés et c'est assez inhabituel. Donc partout, que ce soit au Québec, ici en Floride ou en France, finalement l'hiver, on ne sait pas où il est passé. En temps normal, dans cette période, 36 jours à peu près de froid d'affilée, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, pour résumer, profitez de cette belle chaleur en Floride ou au Québec,
Hein, après tout, on est là pour ça. Pour terminer, je vais vous laisser avec quelques images impressionnantes d'un surfeur. Je vous en dis pas plus. C'était Candice pour Floride 360. Eh bien, on est de retour et notre invité cette semaine est une personne qui est habituée de la Floride. Il nous fait plaisir de recevoir le pianiste Richard Abel. Bonjour, Richard. Bonjour, Christian. Ça fait combien d'années que vous venez en Floride donner des spectacles Ça doit comme faire une quinzaine d'années. Ça a commencé à Hawaiian Garden. Oui, sur Oakland Park Boulevard. Sur Oakland Park Boulevard. Mon oncle est là depuis toujours, je pense. Et mon oncle, Gilles Abel, qui est le frère de mon père, m'a dit un jour, je pourrais peut-être organiser un petit spectacle. Il savait que je faisais carrière au Québec. Et puis, ça a commencé comme ça. Alors, j'ai fait un spectacle improvisé. Il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années. Et depuis, j'ai fait Hawaiian Garden à chaque année. J'y retourne encore cette année. Et puis, quand je retourne là, je suis comme dans ma vieille paire de jeans. Je suis tellement confortable, c'est mon oncle en plus, puis je reconnais les gens. Alors, c'est un rituel. Et vous venez de parler de carrière. À quel moment votre carrière, vous la faites depuis combien d'années? À quel moment vous pensez que votre carrière a débuté? Bien, moi, je pense que j'ai commencé à compter des années de carrière à partir du moment où j'ai enregistré mon premier disque. C'était un petit 45 tours. Et c'est en 1980. Mais avant ça, vous donniez quand même des spectacles. Oui, ça, mais bon. Alors, quand est-ce qu'on commence à compter vraiment? Donc, premier disque, j'ai fait 3 45 tours. Le premier en 1980, 82, 84. Ensuite, j'ai fait Riez pas de moi. J'ai fait un micro-sillon. ça nous rajeunit pas, non? Un micro-sillon. Et ensuite, c'est les CD. CD. Alors, j'ai fait 17, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 17 albums originaux, plus des compilations, plus 3 DVD. Vous avez gagné des Félix aussi? Ah oui, c'est vrai. J'ai remporté 5 Félix pour meilleur album instrumental de l'année, oui. C'est vrai. Ah oui, quand je regarde tout ça, c'est fou comme les années passent, puis tout ce qu'on peut réaliser. Vous avez travaillé avec des grands noms aussi au Québec. Oui. Avec qui, entre autres, vous avez travaillé? En fait, j'ai débuté, avant d'être pianiste soliste, j'étais pianiste accompagnateur. Et j'étais le pianiste, ça aussi, ça ne me rajeunira pas. J'étais le pianiste d'Alice Robbie. J'étais dans la revue de Gilda aussi. Mais le premier artiste avec lequel j'ai débuté, vraiment dans le marché professionnel, j'étais le pianiste et chef d'orchestre de Michel Louvain. Oh, OK. Là, on est dans les années 70. Donc, on peut dire que vous êtes vraiment versatile pour avoir joué avec toutes ces personnes-là. Ben, en fait, au début, j'ai appris avec eux. C'est eux qui m'ont appris le métier. Dans le fond, moi, je les accompagnais, j'étais derrière eux. Je les voyais se débrouiller quand il arrivait des pépins et des trucs. Alors, c'est comme ça que j'ai appris. En étant derrière eux, j'ai appris comment eux fonctionnaient. Et puis, ma plus grande école, je pense, ça a été Gilda. Je devais danser la claquette, je devais faire des changements de costume, je devais jouer la comédie, je devais faire mes numéros. Donc, on est loin du piano, là. Bien, en fait, c'est une variété. Alors, j'ai appris différents aspects du show business comme ça. Ce qui fait que maintenant, votre spectacle que vous nous avez produit, que vous présentez présentement en Floride, c'est pas vraiment le pianiste classique. Les gens peuvent s'attendre à le voir s'asseoir et ça bouge pas de la soirée. C'est complètement pas ça. Christian, les plus beaux compliments que je reçois après les spectacles, c'est les hommes qui me le font. Ils m'avouent être venus au spectacle pour faire plaisir à leur femme. Ils avaient besoin d'un chauffeur ou quelque chose. Puis les gars me disent toujours, « Monsieur Abel, on ne pensait jamais d'aimer ça. On s'attendait à du piano pendant 2 heures, un récital. » Et les Américains me l'ont enseigné, ça, quand j'ai fait des shows ici. Un pianiste donne un récital. Un pianiste entertainer donne un spectacle, offre Alors, quand j'étais sur les bateaux de croisière ou au Casino de Montréal, c'est ça, il faut offrir un spectacle de variété. Alors, cette année, mon spectacle, c'est un voyage autour du monde en musique et en chanson. Donc, il y a un thème. Il y a un thème, et là, je suis un peu comme le commandant de bord, et j'invite les gens à visiter différents pays. À un moment donné, je visite le Mexique avec la musique mexicaine, les mariachis et tout ça. Alors, les gens ont le goût de sortir. Est-ce que c'est suite à certains de vos voyages que vous avez pensé à faire? Effectivement. Et quand je visite l'Allemagne en musique, et bien là, je fais les polkas, puis les gens font des ya, 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 puis ils s'amusent. Quand je visite l'Angleterre, on fait un hommage aux Beatles. Effectivement. C'est incontournable. Quand je visite la Suède, on fait un hommage à ABBA. Quand je fais viennois, en Autriche? L'Autriche, c'est ça que je cherchais. Suisse, je vais en anglais. Quand je fais l'Autriche, eh bien, je rends un hommage à Johann Strauss avec des valses viennoises.
Quand je vais en Italie, je fais les tarentelles. Mais est-ce que votre style vient de ces influences-là aussi? Comme les pièces que vous avez composées, est-ce que vous avez des influences qui vous parlent? Effectivement, la musique instrumentale n'a pas de barrière de langue. Donc, j'ai pu jouer dans différents pays. J'ai même fait 3 tournées en Inde. Alors, et j'ai visité pas mal le monde avec mon spectacle, avec ma musique. Et puis, de chaque endroit où j'ai visité, j'ai gardé un petit quelque chose. Alors, le spectacle que j'offre est très éclectique, je devrais dire. Et puis, il est très varié. À un moment donné, je fais Cuba. Je suis allé 14 fois à Cuba. J'ai fait de la télévision à Cuba. Pour vrai? J'ai joué au Grand Théâtre de La Havane 2 fois. J'ai joué pour des dignitaires. Alors, je parle espagnol un peu, je danse la salsa. Alors, je pense que dans une autre vie, j'ai été un latin. Alors là, je visite Cuba dans mon spectacle. Alors, on fait la musique cubaine, la salsa et tout ça. Alors, c'est un spectacle très, très vivant. Et vous n'êtes pas seul? Non, j'ai des violonistes avec moi, trompette, claviériste, guitare. Et j'ai une artiste, une chanteuse qui chante merveilleusement bien, qui s'appelle Carole Casa. Et qui, je ne veux pas brûler les punchs, là, mais elle surprend les gens dans le spectacle. Et on me dit que vous amenez avec vous votre propre piano. Oui, parce que les endroits que je visite n'ont pas de piano à queue, ou quand ils en ont, ils ne sont pas accordés, ou c'est très lourd à déménager. Donc, moi, je visite des parcs où est-ce que les gens sont. Ils me disent, on apprécie, M. Abel, de ne pas avoir à conduire le soir. Vous venez où est-ce que nous sommes. Donc, c'est un clé en main lorsque vous vous déplacez, vous avez tout. Clé en main, j'arrive avec ma sonorisation, mon piano à queue. Puis mes musiciens trouvent ça pesant, monter ça sur scène. Ils me disent toujours, tu aurais dû jouer de la guitare. Et puis moi, j'arrive, spectacle clé en main. Les gens qui m'engagent, on n'a pas à se soucier de rien. Et présentement, on peut vous voir à quel endroit il y a certainement des spectacles de planifiés. Des spectacles, oui. Je vais faire un endroit qui s'appelle Hollybrook. C'est un club de golf dans le bout de Pembroke, Allendale. C'est magnifique, une belle salle. Je vais faire aussi un spectacle à Westmount Beach. Ça s'appelle Vacation Resort Inn, je pense. Alors, en tout cas, le meilleur moyen de savoir que je suis en spectacle, c'est de regarder les médias. Je suis annoncé dans tous les jours. Ou encore, vous avez un site web où on peut regarder. D'ailleurs, si on veut vous inviter à venir faire un spectacle dans notre parc, on s'adresse à vous via votre site Internet. Effectivement, toutes les informations sont là. C'est richardabel.org. C'est facile à retenir, richardabel.org. Et puis... Parfait, comme on le voit présentement. Alors, on invite les gens à vous rejoindre par Internet. Et puis également, je voudrais vous remercier de votre passage à Floride 360. Christian, je trouve que ça a été vraiment très sympathique. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. On vous revoit en Floride, certainement. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Je vous rappelle, si vous voulez entrer en contact avec toute l'équipe de Téléfloride, c'est via notre site Internet à téléfloride.com. Également, pour nous visionner via le net, c'est téléfloride.tv. Et comme toujours, notre page Facebook est accessible. Vous nous trouvez Téléfloride très facilement sur Facebook. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, on vous invite à entrer en contact avec nous. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit bientôt.